la télé interactive. Nouvelle semaine sur la Terre et nouvelles audiences du tribunal de l'actualité sur True TV et Watt FM. Et pour cette première sortie, les juges du tribunal de l'actualité examinent la question du renforcement diplomatique entre Moscou et Ouagadougou. Nous évoquerons aussi les nouvelles taxes en vigueur en vue d'améliorer l'assiette fiscale au service de l'effort de guerre. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Tomongui. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, monsieur. Juge Bougma, bonjour. Bonjour. Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette troisième semaine de l'année 2023. Vous nous regardez bien entendu sur la télé interactive True TV, accessible sur la TNT nationale et sur la chaîne 254 des bouquets Canal+. Cette émission vous est également servi en direct et en simultané sur Radio Watt FM, c'est la radio 100% urbaine. Et pour commencer, voici la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. Séquence avant propos des juges, on est en début de semaine et c'est lundi et c'est juge Bougma qui s'y accroche pour le premier. Merci effectivement pour sacrifier à la tradition de lundi que je me suis imposée. Je partage aujourd'hui une pensée de Paulo Coelho qui dit « Emporte dans ta mémoire pour le reste de ton existence les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. » Et donc, comme j'ai buté, je vais reprendre. Emporte dans ta mémoire pour le reste de ton existence les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. J'ai dit, c'est une citation de Paulo Coelho, le célèbre auteur, écrivain. Donc, effectivement, c'est bien de se rappeler que on a traversé par moments des difficultés, mais il y a des choses qui nous ont permis de tenir. Ça peut être quoi? La persévérance, ça peut être le courage, ça peut être la détermination, ça peut être la conviction, ça peut être la foi, ça peut être. Et donc si on a pu tenir par rapport à certaines difficultés, les autres on doit pouvoir nous en sortir. Si on fait encore référence à ces mêmes valeurs qui nous avaient soutenus, qui nous avaient effectivement encouragés. Donc ce n'est pas la peine de se morfondre sur ce qui ne va pas parce que de toute façon ça ne va pas régler le problème. Ce qu'il y a, c'est d'affronter, c'est de rappeler qu'on a eu des difficultés, de sérieuses difficultés, mais on s'en est sorti. Et en ce moment, l'obstacle devient d'ailleurs un moyen, comme l'a dit l'auteur, l'obstacle devient le chemin. Donc, bonne semaine à tout le monde, beaucoup de courage à tout un chacun dans son combat quotidien, beaucoup de courage à nos forces de défense et de sécurité qui sont au front et qui se battent pour que nous puissions avoir des nuits paisibles, qui se battent pour que on puisse récupérer des portions de territoire qu'on a perdues. Donc du courage à eux et surtout du courage à leurs familles qui sont aux aguets et qui les soutiennent au front d'une façon ou d'une autre. Bonne semaine à tout le monde. Beaucoup de courage à tous et belle semaine à tous et à toutes. Juge Inoussa Ouedraogo, votre avant-propos du jour. Merci Président. Ce matin, je voudrais m'intéresser à l'électrification dans nos quartiers. Assez souvent, lorsque le bitume arrive, on est tout joyeux, on est tout content de voir que nos autorités font des efforts pour pouvoir donc bitumer les routes dans nos quartiers. Mais assez souvent, malheureusement, ce n'est pas suivi d'électrification. Ce qui fait que la nuit tombée, on assiste à beaucoup d'accidents qu'on aurait pu éviter. Je prends l'exemple du quartier Karpala, qui a été bitumé il y a quelques années avec tambour et trompette. Les populations étaient contentes, mais il se trouve que depuis pratiquement 1 an et demi, 2 ans, la voie est terminée. Et malheureusement, ça n'a pas été électrifié. Et du coup, il y a des accidents à répétition dans ce quartier-là, avec souvent malheureusement mort d'hommes. Et je voudrais ici interpeller la délégation spéciale de Ouagadougou et également
l'entreprise qui a fait les travaux donc, de cette route-là, pour que ce quartier-là soit électrifié. En tout cas, ce bitume qui a été mis jusqu'à, le tribunal qui est ouvert dans ce quartier-là, qu'on fasse en sorte que ce soit bitumé afin donc d'éviter ces morts inutiles-là. J'interpelle les autorités sur la nécessité donc de faire quelque chose parce que ne faut pas attendre que le pire arrive. Il ne faut surtout pas attendre que le pire arrive, un pas après un autre pas, et puis tenir chaque pas de gagner. Fermons la séquence avant-propos des juges pour entamer cette audience avec le front diplomatique burkinabé. Intense ces derniers jours avec les visites à Ouagadougou de la secrétaire d'État française chargée du développement, du président à l'exercice de la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de l'ambassadeur de la Russie au Burkina. On a ainsi revu un peu plus notre Premier ministre ces derniers jours, puisqu'il a reçu le 13 janvier dernier une délégation du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG. Et Apollinaire Joachimson, qui est l'homme de Tambela, avait déjà échangé la veille, je le disais tout à l'heure, avec l'ambassadeur de Russie au Burkina. Et on peut donc dire, Bernard Bougman, que le Premier ministre est à la tâche, parce que depuis cet épisode du voyage en Russie, on l'a peu vu, on l'a peu entendu. Oui, en tout cas, c'est un Premier ministre qui s'est pratiquement claquemuré, alors qu'il était enclin à s'exprimer, parce que au lendemain d'ailleurs de sa nomination, il a été nommé un vendredi, le samedi on l'a retrouvé sur les médias, et puis ça s'est enchaîné, il a multiplié les sorties, jusqu'au voyage officieux, discret, officiel, ou je ne sais pas moi, qui a été fuité par JIA, jusqu'à ce que les médias russes également, nous voyons l'interview qui a accordé pour justifier la présence et dire que bon, le Burkina c'est une terre à prendre, et puis c'est fini. Donc depuis lors, silence radio, nous ne voyons plus il n'a pas dit que le Burkina est une terre à prendre, hein. Il a plutôt dit qu'il y a des opportunités. Au Burkina n'est pas une terre à prendre quand même. Hein. J'ai suivi l'interview, je fais le résumé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de potentialités à investir qu'il y a une bonne partie à prendre. En tout cas, donc, bon, disons diplomatiquement qu'il a bien vendu le Burkina. C'est un pays attractif où on peut investir sainement, et il y a des domaines pour le moment inexplorés, libres et vierges, où effectivement la Russie peut venir investir. Donc disons les choses comme ça, président. Ok. Donc effectivement, depuis lors, c'est un Premier ministre qui n'a pas encore rendu compte au Burkinabé sur cette mission. Et puis bon, voilà. Maintenant, effectivement, ces derniers temps, avec le balai diplomatique, bon, il n'a pas le choix. Là, c'est parce que c'est un véritable balai diplomatique, parce qu'en une semaine, on a reçu toutes ces personnalités-là dans la même semaine. Donc, vous les avez d'ailleurs cités, après la secrétaire d'État, l'ambassadeur d'État française, le président à l'exercice de la CEDEAO et l'ambassadeur de la Russie. Donc, c'est un véritable balai diplomatique. Bon, chaque visite a son enjeu, mais l'enjeu commun, c'est certainement les relations entre le Burkina et la France, les relations entre le Burkina et la CEDEAO, les relations entre le Burkina et la Russie. Bon, pour la Russie, même si on n'était pas en crise, dès lors que l'ambassadeur est venu, il a présenté ses lettres de créance et puis il a été installé parce qu'il a été nommé, il en poste à Abidjan. C'est des visites qui, c'est normal puisque nous relevons de sa juridiction. Donc on peut reverser ça d'ailleurs sur le cadre normal de la coopération. Mais maintenant, dans notre contexte actuel, où c'est véritablement renforcé, c'est des visites, bon, naturellement, on devrait pouvoir nous attendre à cela. On va parler de la visite de l'ambassadeur de la Russie tout à l'heure. Je m'intéresse d'abord donc à cette visibilité nouvelle que nous avons de notre Premier ministre, qu'on ne voyait plus depuis quelques jours, Younoussa Ouedraogo. Certainement qu'il était en train de travailler. Et quand on est occupé à pas mal de dossiers, surtout dans le contexte actuel du Burkina, c'est même mieux d'éviter au maximum les sorties qui n'ont pas de plus-value.
Et j'imagine que le Premier ministre et l'ensemble de ses communicants ont compris certainement qu'il fallait plutôt aller à la tâche avec des actions concrètes et précises, plutôt que d'être régulièrement sur les radios et les télévisions en train de discuter de certaines choses. Mais nous espérons que, en tout cas, ce repli est un repli tactique, mais que chaque fois qu'il sortira, c'est pour nous donner des informations assez croustillantes, assez précises sur la manière dont ils défendent en ce moment les intérêts du Burkina, parce que le contexte est tel qu'effectivement il faut beaucoup plus d'engagement, mais encore plus de discernement pour pouvoir prendre des décisions judicieuses pour le Burkina qui traverse en ce moment des moments difficiles. Intense activité diplomatique, donc je vous le disais tout à l'heure, les échanges avec la délégation du SPONG, c'est le secrétariat permanent des ONG, ont porté sur les pistes à identifier pour une mise en œuvre efficiente des priorités de la transition. Et pour le Premier ministre burkinabé, je cite, le développement du Burkina Faso ne peut venir que des Burkinabés eux-mêmes. Fin de citation. Avec le diplomate russe, objet de nos échanges de ce matin, il a été question des relations entre les deux pays, et Bernard Bougma, vous en parliez tout à l'heure, avec une volonté commune de les réchauffer et de les intensifier. Tout à fait, c'est ça qui change la donne. Sinon, je dis bien bon, pour un ambassadeur qui est en visite sur sa juridiction, c'est aussi simple que cela, aussi ordinaire que cela, qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Voilà. Mais maintenant, ici, les choses sont à un autre niveau. Bon, parce qu'il y a un réchauffement, il y a un rapprochement qui est effectivement entrepris et entretenu, je veux dire, en mode accéléré, donc avec une vitesse grand V. Et ce que l'ambassadeur ne sait pas, c'est que les Irissi là d'ailleurs sont fâchés contre lui du fait qu'il soit à Abidjan. Les pro-russes qui sont à Ouagadougou, ils ne sont pas du tout contents. Quand vous écoutez souvent les émissions interactives, par exemple sur nos ondes les mercredis et les vendredis à 14h, j'interviens dans une émission en langue nationale morée, mais il y en a qui sont fâchés, quoi. Ils demandent pourquoi il est là-bas. J'ai dû dire, tel Burkinabé qui est ambassadeur dans tel pays couvre 5 pays, couvre 6 pays, en fonction des intérêts, en fonction des enjeux. Donc nous aussi, nous avons des Burkinabés qui sont des ambassadeurs accrédités dans d'autres pays, mais qui résident à des pays où l'autre pays est très loin aussi. Donc c'est la même chose, donc je ne vois pas où se trouve le problème. Il y en a d'ailleurs, il y a des ambassadeurs accrédités au Burkina avec résidence à Abuja au Nigeria. Ici, c'est à Côte d'Ivoire à côté. Donc parfois Dakar au Sénégal. Donc je ne vois pas. Il dit, et puis ils sont fâchés. Donc il n'a qu'à se faire entendre que les Irissi là ne sont fâchés du fait parce qu'ils trouvent qu'il est loin, et puis chez Alassane Ouattara, ça énerve encore davantage les pro-russes. Bon, donc, s'il vous plaît, il faut retenir que les questions diplomatiques n'ont rien à voir aussi avec comment on appelle ça, voilà, donc, mais effectivement là, c'est certainement dans le cadre du réchauffement, puisque le symbole, le signe fort a été envoyé par Ouagadougou. C'est notre Premier ministre qui s'est déplacé en catimini, qui est allé en Russie, qui y a séjourné, qui a regardé et tout, certainement commandé des armes, parlé coopération, parlé de possibilité de facilitation des investisseurs russes au Burkina qui sont déjà dans le domaine minier. Il y a des Russes qui y sont déjà. Et donc aujourd'hui, donc c'est vraiment l'heure comme on appelle ça, est au réchauffement. Si avec la France, l'heure est à la clarification et à l'arrondissement des angles, avec la Russie, l'heure est beaucoup plus au réchauffement et au rapprochement. Donc certainement, c'est pour voir ces choses-là de près, voir ce qui est faisable de près. Et en tant qu'ambassadeur, c'est d'ailleurs la porte d'entrée officielle, même si pour la visite du Premier ministre burkinabé en Russie, il a été dit que tout a été préparé depuis le Mali, donc depuis Bamako, c'est d'ailleurs les Maliens qui ont facilité même jusqu'au vol et tout. Donc nous ne comprenons pas parce qu'il y a l'ambassadeur et à l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire accrédité auprès du Burkina, mais les démarches ont été finalement effectuées au niveau du Mali. Pourquoi? Bon, le jour que le Premier ministre aura l'opportunité de s'adresser au Burkinabé, peut-être qu'il dira pourquoi.
pourquoi aussi. Parce que c'est des questions aussi qui sont restées jusqu'à présent sans réponse. Mais le constat, c'est que entre la Russie et le Burkina, l'heure est au réchauffement parce qu'il fut un temps où effectivement les relations étaient bon train. Sous la révolution de Thomas Sankara, où les Burkinabés ont été envoyés se former en Russie, qui sont revenus. Il y en a qui gagnent bien leur vie, il y en a pour qui ça n'a pas très bien marché. Mais bon, en tout cas, ils sont nombreux également qui ont étudié en Russie dans plusieurs domaines et qui contribuent et qui ont une part contributive énorme à l'économie burkinabé en fonction de leur savoir-faire russe qu'ils ont effectivement acquis. Mais après un moment donné, effectivement, les choses se sont distendues et donc aujourd'hui, l'heure est véritablement au réchauffement. Alors, réchauffer et intensifier. La question, vous l'avez souligné, de l'ouverture de cette ambassade donc à Ouagadougou est sur la table. Et donc, pour tous ceux qui sont fâchés, il n'ont qu'à rester encore un peu patients. N'est-ce pas, il nous saluera où cette question est l'un des axes de ce réchauffement des relations entre Moscou et Ouagadougou. En tout cas, on assiste ces derniers jours à des balais diplomatiques qui montrent clairement que le Burkina est en train de déposer progressivement ses valises du côté de Moscou. Je ne sais pas si ce que certains auditeurs dont parlait Bernard Bourgman reprochent à l'ambassadeur russe est fondé, mais toujours est-il qu'ils ont certainement besoin d'explications. Et il appartient aussi à nos autorités, justement au nom de la redevabilité, au nom de la transparence, nous l'avons toujours dit, d'expliquer aux Burkinabés les enjeux, les pourquoi de telle ou telle décision. Voilà, parce que c'est cela aussi qui permet aux citoyens d'avoir un bon jugement et de pouvoir contribuer donc à l'effort de guerre, mais aussi au développement du pays. Je sais que l'ambassadeur qui est en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Russie, je veux dire, qui est en Côte d'Ivoire et qui est venu effectivement a indiqué qu'ils ont échangé sur plusieurs domaines de coopération. Et l'une des leçons que nous devons tirer justement, c'est que cet ambassadeur vient de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire entretient de très bonnes relations avec la Russie. Et malgré tout, je pense que la France, la Côte d'Ivoire fait partie des précarés français. Donc, évidemment, on peut bien entretenir de bonnes relations avec la Russie, tout en entretenant également des relations privilégiées avec la France. Et c'est ce qu'on voit du côté de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que nous devons faire ici, mais nos populations qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi tel partenaire au lieu de tel autre, ou bien qui appellent à préférer tel partenaire en lieu et place de tel autre, devait comprendre que dans les relations internationales, effectivement, on peut s'accommoder de tous les acteurs pourvu qu'on pose au centre du débat ses propres intérêts et qu'on travaille à les défendre. Et c'est tout ce que nous demandons aux Burkinabés et c'est tout ce que nous demandons aux autorités notamment qui apparemment sont en train de plier bagage pour la Russie. L'idée, en tout cas pour moi, c'est de dire que nous avons des diplomates chevronnés, nous avons des hommes et femmes d'expérience qui peuvent apporter leur éclairage aux choix que nous devons faire du point de vue diplomatique. Et ces choix-là, comme je l'ai toujours dit, engagent aussi les générations futures et ceux qui sont là aujourd'hui doivent en tenir compte justement et faire en sorte que ce soit les intérêts du Burkina qui soient mis en avant d'abord. Nous avons une position privilégiée dans la mesure où il me semble que les uns et les autres nous font la cour aujourd'hui. La Russie nous fait la cour, la France nous fait la cour. Il nous appartient donc de savoir là où nous allons faire balancer notre cœur, tout en ayant toujours comme boussole les intérêts du Burkina, les intérêts des générations à venir. Parce que dans tous les cas, le développement, c'est nous-mêmes qui allons le faire. Ce n'est pas parce que la Russie va venir que la guerre va cesser. Ce n'est pas parce que la Russie va venir qu'on va gagner forcément la guerre. Ce sont nos militaires d'abord qui font la guerre et toutes ces puissances qui rôdent autour de nous sont d'abord là pour leurs propres intérêts également. Ils vont les défendre comme ils peuvent. Maintenant, c'est à nous aussi de défendre nos intérêts comme nous pouvons, tout en ayant à l'esprit que le développement, c'est nous-mêmes. La guerre, c'est nous-mêmes. Le développement sera endogène ou il ne sera pas. Comme l'a dit le professeur Kizerbo, on ne développe pas,
on se développe et nous espérons que nos autorités mettront tout ça dans la balance pour pouvoir faire des choix judicieux donc du point de vue diplomatique pour les intérêts du Burkina Faso. En tout cas, on requérera l'avis technique sur la question de la résidence. Je ne pense pas que ça dépend du Burkina Faso. De toute façon, la question est sur la table et l'ouverture d'une ambassade à Ouagadougou est également donc discutée dans le pipeline, dans le corpus des questions pour aller au réchauffement des relations diplomatiques. Cet ambassadeur de Russie au Burkina, Alexei Slatikov, il réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais il a présenté ses lettres de créance au président Ibrahim Traoré le 25 novembre 2022, c'est récent. C'est une visite de travail donc qui intervient juste un mois et demi après cette présentation de lettres de créance et qui doit ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. La Russie, a dit d'ailleurs le Premier ministre burkinabé, est un choix de raison dans la dynamique du Burkina de diversifier ses partenaires. Il a souhaité d'ailleurs la mise en place d'une commission mixte Russie-Burkina afin que chaque partie puisse exprimer ses besoins et que les déplacements entre les deux pays soient facilités. Oui, les coopérations mixtes sont des outils de la diplomatie. Et on en a d'ailleurs avec plusieurs pays. Bon, pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus à un autre niveau parce que là, on a pratiquement une rencontre annuelle, les TAC. Maintenant, comme nous sommes dans un système de coup d'État, bon, pour le moment, on n'en parle pas. Mais bon, les TAC se tiennent aussi en juillet, dans le mois de juillet. C'est ça aussi la réalité. Mais bref. Bon, effectivement, une coopération mixte, c'est la meilleure, qui permette de voir de près les choses, ce que chacun veut, ce que chacun peut gagner, parce que dans la logique, c'est de discuter en mode gagnant-gagnant. Bon, il y en a qui discutent en mode perdant-gagnant, d'autres qui gagnent en perdant, lui il gagne, vous perdez, l'autre perd, vous gagnez. Bon, donc ce qui est bien, c'est de discuter, je gagne, tu gagnes. Mais là, on ne peut pas faire ça au détour d'une rencontre entre un ambassadeur accrédité auprès d'un pays et une ministre des Affaires étrangères juste pour élaguer des sujets ou bien au détour d'une audience avec le chef de l'État. Ce n'est pas suffisant. Donc la coopération mixte aura l'avantage d'intégrer les techniciens, les experts dans les différents domaines et il y a plusieurs domaines à voir avec la Russie. Vous côtoyez les Burkinabés qui se sont formés en Russie, ils sont unanimes sur un point. Non seulement les formations sont coûteuses et la Russie a des méthodes simples d'apprentissage. Pour ceux qui sont allés, quand ils vous disent en combien de temps la langue russe ils l'ont maîtrisée, mais c'est, comment on appelle ça, c'est extraordinaire. Ils ont un très bon processus d'apprentissage. Alors qu'on dit que la langue russe est très compliquée, elle est difficile, mais ces messieurs vous disent qu'avec la méthode russe, en un temps record, vous maîtrisez la langue, qui est d'abord votre outil que vous allez utiliser pour les études. Et après, tout le reste, ça vient facilement. Donc, dans plusieurs domaines d'expertise, les Russes, en termes de méthode d'apprentissage, en ont. Et nous, sur le plan de la formation, on a des réformes à faire. Et on a vu que ceux qui étaient allés sous la Révolution, chacun est allé en fonction de son profil et en fonction de ce que le Burkina a besoin comme cadre dans tel ou tel domaine, que ce soit dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine technique, technologique, électrique, électronique, en fonction de nos besoins, les uns et les autres étaient allés se former à ça. Et donc là, certains sont allés même faire comptabilité. Donc c'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'expérience à prendre avec la Russie. Nous aussi, on a de l'expérience aussi à partager avec la Russie. On a un besoin avec la Russie, c'est sûr que la Russie aussi en a avec nous parce que le Kremlin est aussi en train de s'étendre. Donc les mines burkinabés, la Russie les lorgne, mais comment est-ce qu'on réussit, excusez-moi, le transfert de compétences, le transfert de la technologie russe au Burkina, s'il n'y a pas ce contact-là. Donc nous ne pouvons pas bénéficier également de leur savoir-faire dans les domaines qui les intéressent au Burkina s'il n'y a véritablement pas ce contact. Donc c'est sûr que des Burkinabés en contact avec des Russes dans le domaine des mines, naturellement, il y aura une plus-value qui va rester. Ça au moins c'est clair. Donc, et on a d'autres, comme on appelle ça, on a d'autres domaines parce que
comme on appelle ça, apprendre aussi avec la Russie. Donc je pense que cette coopération mixte permettra de voir effectivement sur la table qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ça, c'est véritablement le travail des techniciens. Ce n'est pas le politique, ce n'est pas forcément celui qui est à la tête d'un département ministériel ou à la tête même du pays. C'est vraiment le travail des fins techniciens qui s'y connaissent en la matière et tirant l'expérience d'autres pays qui pourront regarder ces choses-là de près pour pouvoir faire avancer les choses. Les techniciens doivent donc travailler pour définir les domaines de priorité pour la coopération. Il faut noter d'ailleurs que les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie existent depuis le 18 février 1967 et actuellement cette coopération qui a eu donc un coup de mou doit être redynamisée, indique-t-on, dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, culturels et militaires. Oui, depuis 1967, nous sommes en relation. Ça dit qu'il faut maintenant faire le point de ces relations-là. Il y a des moments où c'était intense, il y a des moments où c'était pratiquement coupé. C'est le moment de faire le bilan avant de se réengager corps et âme dans cette diplomatie-là. Il nous faut faire le point de ce qu'on a pu gagner, de ce qu'on n'a pas pu obtenir, de ce que la Russie a pu obtenir, qu'on a dû certainement céder par inexpérience ou en tout cas par absence de vision globale des intérêts du moment. Et donc pour moi, c'est une belle opportunité. Voilà pourquoi je disais que nous devons faire appel à tous nos diplomates, à tous nos chercheurs, à tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour que nous puissions avoir une vision globale de ce que nous voulons en termes de diplomatie et ne pas regarder simplement le court terme. Nous avons certainement beaucoup de choses à apprendre avec la Russie. Nous pouvons aussi obtenir beaucoup de choses avec eux. Mais cela se fait de façon posée et avec une vision claire. Par exemple, un aîné m'expliquait que sous la Révolution, la Russie nous avait apporté beaucoup de soutien et à un moment donné, ils ont envoyé donc à manger de la nourriture, des vivres. Et Sankara a demandé à ce qu'on puisse retourner ces vivres-là, parce que ce n'est pas de ça que nous avions besoin. Il disait que nous avions beaucoup plus besoin qu'on nous apprenne à pêcher que de nous donner tout le temps du poisson. Donc il demandait beaucoup plus de tracteurs. Il disait qu'en lieu et place de ces vivres-là, que l'URSS, l'Union soviétique qui est l'ancêtre de la Russie, puisse nous donner plutôt des tracteurs afin donc que nous puissions cultiver, qu'ils nous fassent des transferts de compétences en matière agricole pour que nous puissions nourrir nos populations plutôt que de nous apporter des vivres dont on a certes besoin mais qui va nous maintenir beaucoup plus dans la dépendance. L'autre exemple, c'est que lorsque Sankara s'est rendu en Russie, en URSS pour une visite et que il a visité donc ces équipements qui permettaient à la Russie d'aller sur la Lune. Au moment où les autorités russes s'attendaient à ce qu'il soit particulièrement émerveillé de tout ce qu'il a vu et entendu, il a plutôt dit bon, il faut aussi aider le Burkina à aller sur la Lune parce que nous aussi nous avons besoin d'avoir des cosmonautes pour que dans les années à venir nous aussi nous puissions donc être mis sur orbite au niveau de la Lune. Ça montre la vision aussi de l'homme et donc pour moi nous devons tirer leçon de tout ça et apprendre surtout de la Russie et amener la Russie à accepter et partager son savoir-faire avec nous plutôt que de nous donner juste des armes pour combattre. La Russie peut peut-être par exemple commencer par monter une usine de fabrication d'armes au Burkina. Voilà, au lieu que nous allions tout le temps acheter des armes à coups de milliards alors que nous avons à peine la possibilité de nous offrir 2 repas par jour. Il serait bien qu'on réfléchisse par exemple à comment on installe une usine ici pour fabriquer des armes pour les vendre aussi à d'autres pays qui voudront l'acheter. Et ça nous évitera beaucoup de choses. Donc au lieu de nous donner de la nourriture, évidemment nous serons très heureux qu'on nous donne beaucoup plus des machines, en tout cas des engrais, etc. et qu'on nous apprenne également à fabriquer tout ça. Ça nous permettra de mieux développer notre peuple.
Oui, Bernard Bourgoin, vous voulez rebondir sur ça? Non, j'ai dit que les formations en Russie sont coûteuses. C'est moins coûteuse, je vous le dis. Moins coûteux, les formations en Russie sont moins coûteuses. Alors, en tout cas, il faudrait qu'on nous apprenne à pêcher plutôt qu'on nous donne du poisson. Ça, c'est une philosophie forte. Il faut que chacun de nous puisse l'intégrer, et les préoccupations et attentes des autorités du Burkina seront diligemment portées à qui de droit. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina compte travailler à la dynamisation de cette coopération sur la base du respect et de la souveraineté des deux pays. D'ores et déjà, le capitaine Ibrahim Traoré est invité par le président Vladimir Poutine pour le sommet Russie-Afrique prévu pour se tenir en juillet 2023. C'est bientôt. Oui, c'est d'ailleurs très bientôt. Maintenant, il reste à savoir s'il pourra effectuer le déplacement ou pas, s'il voudra ou pas. C'est une invitation. En tout cas, le Premier ministre a reçu favorablement cette invitation. Ouais, donc, bon, tout porte à croire que il va y aller, mais je ne peux pas être affirmatif parce que la vie des États, et puis diplomatiquement, vous ne pouvez pas recevoir une invitation et puis dire bon, nous on ne va pas venir. Donc, vous dites oui, on marque notre présence, mais maintenant si après vous allez vous faire représenter, c'est une chose, parce que tout compte fait, c'est un sommet important. C'est un sommet entre la Russie et l'Afrique, ça ne concerne pas que le Burkina. Pas du tout. Donc c'est aussi une plateforme qui permettra de repenser ou de redynamiser les relations entre la Russie et les pays africains. Tout à fait. Donc ce n'est pas... c'est un sommet qui a commencé, qui continue. Donc il pourrait y aller. Je dis, mais c'est d'abord une décision personnelle du chef de l'État, quand bien même c'est un sommet qui est très important. Il y a des chefs d'État qui refusent d'aller à des sommets en fonction de leur choix stratégique et tout. Mais maintenant, compte tenu du réchauffement et du rapprochement avec la Russie, est-ce que manquer ce sommet, c'est pas aussi un signal envoyé? Aller à ce sommet, c'est pour couronner effectivement tout ce qu'il y a comme élément qui est donné à voir. Mais c'est si proche, c'est si loin, beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc, on verra s'il ira ou s'il n'ira pas, parce que pour le moment, c'est pas un chef de l'État qui a beaucoup plus de déplacements dans son agenda. Même Damiba, les déplacements de Damiba, c'est pratiquement après ces 7 mois d'exercice qu'il a commencé à bouger, a commencé par Niamey, Bamako, Niamey, et puis bon, Abidjan, et puis le sommet de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU. Voilà, nous avons également appris qu'il se préparait à aller à Dakar, parce que là-bas, le président est ici de l'Union africaine. Voilà, donc le mandat finit certainement en février avec le prochain sommet de l'Union africaine. Donc, ici, quand vous venez au pouvoir par un coup d'État, bon, les déplacements sont limités parce qu'il y a des pays qui refusent de vous recevoir. C'est des émissaires que vous envoyez, et puis on vous envoie aussi des émissaires. Mais là, c'est une invitation à participer à un sommet suffisamment stratégique entre la Russie en guerre contre l'Ukraine dans les conditions qu'on connaît, entre la Russie et les pays africains, cette Russie seule face aux pays de l'OTAN. Donc, qui a aussi besoin d'alliés, de partenaires sur le continent africain, compte tenu d'un certain nombre effectivement de choses et de voir. Donc ici, c'est un sommet qui a un enjeu stratégique. Et donc, même pour le Burkina, j'ai dit c'est un pays qui a un enjeu stratégique. Ce qui fait que l'un dans l'autre, ça pourrait être une motivation à participer au sommet. Alors, un sommet stratégique, un rendez-vous important, certes, mais c'est comme si c'était déjà vu avec les sommets Chine-Afrique, sommet France-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, et maintenant sommet Russie-Afrique. Donc, on est sur la même ligne en réalité. Tout le monde veut en quelque sorte quelque chose au niveau de l'Afrique, et l'Afrique n'arrive pas elle-même à réfléchir à ce qu'il lui faut pour elle-même et par elle-même. Pourquoi ne pas envisager aussi, disons, des états généraux du continent à Addis Abeba, au sommet de l'Union africaine, sur des grandes thématiques de développement qui sont communes à plusieurs pays du continent, par exemple, Innocent Ouedraogo.
Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que sur la Russie, ce sommet, vous l'avez dit, hein, il n'y a rien de nouveau. Je pense que le président Kabore y était, avec son ministre des Affaires étrangères et son ministre de la Défense à l'époque. Je ne sais pas ce que ça donnait en tout cas, mais je pense qu'on gagnerait plus à avoir un tête-à-tête entre le président Ibrahim Traoré et le président Poutine. Ça permettra de discuter de chef d'État à chef d'État sur ce qui les intéresse au Burkina et ce qui pourrait également nous aussi nous intéresser du côté de la Russie. Mais quand on va à ce type de sommet qui est un fora où tous les chefs d'État y sont, où il y a des pays qui sont économiquement beaucoup plus viables que les nôtres, où il y a beaucoup d'intérêts en jeu, c'est pas toujours évident de pouvoir entrer dans le fond des questions, de discuter. Il y a quand même des tête-à-tête et des apartés au cours de ce sommet. Bien sûr, il y en a, mais voilà pourquoi je dis c'est mieux un tête-à-tête entre le président Traoré et le président Poutine. Ça permettra de discuter des questions de fond. Mais généralement, dans les sommets de ce qu'on a vu par le passé, c'est une fois, chacun vient 5-10 minutes dire ce qu'il veut que le monde entende, etc. Mais ça ne permet pas de rentrer dans le fond des questions. Mon souhait, c'est qu'il puisse avoir beaucoup plus de... On peut aller se faire représenter, c'est bien. On peut aussi faire en sorte que le chef d'État y soit. Mais pour moi, qu'il soit ou qu'il ne soit pas à ce sommet, le plus important, c'est qu'il puisse avoir au plus haut sommet des rencontres justement entre nos deux présidents pour pouvoir donc discuter des questions de fond. Maintenant, sur la question effectivement de ces sommets Russie-Afrique, France-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, etc. Il appartient justement aux Africains de comprendre la nécessité de se mettre ensemble, de s'unir, parce que si on parvient aux États-Unis d'Afrique, nous aussi nous serons plus forts et nous pourrons nous aussi convoquer donc des sommets Afrique, États-Unis, Afrique, Russie, etc., etc. Mais quand on met des pays à côté de tout un continent, on se rend compte que notre désunion est malheureusement notre malheur et nous devons tirer les leçons qu'il faut. Mais pour ça, il faut aussi un certain leadership au niveau donc, de nos États. Si nous avons des leaders qui comprennent la nécessité de parler ne serait-ce que d'une voix commune, parce que là, nos États, chacun ira défendre ses petits intérêts. La Côte d'Ivoire va aller, le Mali va aller, le Niger va aller, le Burkina, etc. Les pays africains vont aller, chacun à la queue de l'eau, voulant voir donc le président Poutine, chacun voulant demander par-ci des armes, de l'autre côté une coopération économique, etc. Mais au finish, c'est nous qui perdons. Parce que nous n'allons pas avec un bagage complet. Nous n'allons pas avec un package global, mais nous partons avec nos voix individuelles qui sont malheureusement très faibles vis-à-vis de ces grandes puissances-là. C'est pourquoi justement ils pensent que je suis d'avis avec vous que nous devons nous mettre ensemble, que si nous voulons aller en Russie, que ce soit par exemple la CEDEAO qui va en Russie avec une diplomatie commune, une vision commune pour dire voilà ce que nous voulons pour la sous-région ouest africaine et non pas que le Mali aille négocier individuellement, que le Burkina aille individuellement, alors que nous sommes dans un environnement sous-régional global où les négociations du Mali avec tel ou tel pays peuvent être en désavantage de ses frères du Burkina et vice-versa. Et donc pour moi, tant qu'on ne réussira pas à créer cette sorte d'États-Unis d'Afrique, nous allons continuer à piétiner et être à la remorque des autres pendant que les autres sont plutôt en train de travailler à nous happer, à nous dominer et à faire en sorte que nous soyons toujours à leurs pieds malheureusement. Il ne faut pas qu'on soit à leurs pieds malheureusement, mais ces sommets sont quand même importants. Ça permet aussi des échanges entre chefs d'État africains, ça permet aussi des échanges entre le chef d'État qui y est et le pays hôte, mais bien évidemment il faut faire évoluer la formule pour que l'Afrique ait son mot à dire et pour que l'Afrique se prenne plus en charge par elle-même. Parlons à présent de taxes et d'efforts de guerre avec le nouveau déploiement fiscal qui est introduit à compter du 1er janvier 2023
des modifications à certaines dispositions du Code général des impôts. Des innovations fiscales portées par la loi numéro 029-2022 ALT du 24 décembre 2022 portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2023. Alors, Bernard Bougma, vous avez l'éventail de ces taxes nouvelles qui tombent sur le consommateur. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ce sont de nouvelles taxes qui sont tombées sur le consommateur. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que les taxes ont toujours existé dans les sociétés. Et puis, c'est ce qui permet de financer aussi le développement et la construction de certaines infrastructures. Quand nous prenons comment on appelle ça, le budget de nos États, la part pour l'investissement, elle est vraiment mince. Pour ne pas dire elle est inexistante. Donc finalement, nous investissons quoi? Alors que si vous ne semez pas, vous ne récoltez pas. Si vous n'investissez pas, ça ne va pas marcher. Donc, mais comment on alimente l'investissement? Naturellement, ça va être par les taxes. C'est vrai que trop de taxes finit par tuer les taxes. Mais ici, par rapport à l'effort de guerre, il y a de l'argent quelque part. Il y a des niches qu'il faut chercher, qu'il faut trouver, aller chercher l'argent, effectivement, dans ces niches-là. Et donc, c'est sûr que c'est pour cela que les efforts les nouvelles taxes sont nées sur un certain nombre de produits et pour pouvoir, j'ai dit bien, financer l'effort de guerre. Parce que, avec le deuxième coup d'État, certains pays qui avaient annoncé des appuis budgétaires les ont laissés tomber, ont suspendu. Avec le premier coup d'État, il y a des partenaires dans certains domaines qui avaient déjà mis en berne leur soutien. Et le deuxième est venu enfoncer le clou. Maintenant, ce qui a été les partenaires qui ont même doublé pratiquement la mise, c'est dans l'humanitaire. Parce que même pendant la guerre, l'humanitaire ne s'arrête pas. D'ailleurs, elle prend une autre dimension parce que le besoin humanitaire, il est très grand. Donc ça c'est nécessaire. Mais maintenant, par rapport aux autres aspects, qu'est-ce que vous faites? Surtout qu'on dit à certains partenaires, mais naturellement, vous pliez bagage. Donc, ce qui reste, c'est que nous puissions nous assumer sur un certain nombre de choses. Moi, ce que je veux, c'est que quand on collecte les taxes, on est d'accord, mais maintenant, quel est le mécanisme de suivi pour qu'on puisse nous rendre compte en termes de ce qu'on a pu avoir, en termes d'investissement et tout, en quoi est-ce que nos taxes ont permis d'améliorer le quotidien? C'est beaucoup plus là l'enjeu. C'est ce devoir, c'est cette exigence citoyenne que nous, Burkinabés, naturellement, devrions pouvoir développer. Ce matin, le juge Ouédraogo parlait de l'électrification de la route. Donc, qu'on sache que les taxes ont permis effectivement que la voie soit électrifiée. Qu'on sache que les taxes ont permis oui. Il y a des pays où, à la fin du mois, quand le travailleur finit de faire le point, il y en a qui sont à plus de 20% de coupure sur le salaire. Il y en a qui sont à plus de 40% de coupure sur le salaire. Il y en a qui atteignent parfois 48% de coupure sur le salaire. Ça, c'est d'abord les taxes. Ce qui vous revient, c'est 48% sont partis déjà dans les taxes. Et si vous vous amusez à payer d'autres produits aussi qui sont taxés, vous pouvez même atteindre 51 ou 52%. Donc pour ceux qui sont dans la fourchette de 20%, 25%, en fonction des pays, parce que les pays n'ont pas les mêmes taxes, donc, et les mêmes taux de coupure de taxes. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, les questions sociales, c'est beaucoup solutionné. Pour les soins, c'est accessible et à moindre coût. Pour l'éducation des enfants, pour le transport en commun. Donc, c'est-à-dire, les services publics, c'est beaucoup amélioré parce que vous payez les taxes pour ça. Et ces pays-là, d'ailleurs, c'est une partie des taxes de leurs citoyens, d'ailleurs, souvent qui nous vient en appui budgétaire, qui vient sous forme de dons, qui vient sous forme de ceci ou de cela. Mais en réalité, c'est aussi ça. Donc, mais là, la veille citoyenne, elle est constante. Ça ne permet pas à quelqu'un d'aller achever sa vie là, ou de détourner, parce qu'il y a une veille citoyenne qui est faite, il y a une traçabilité, et vous avez des mécanismes de demander des comptes sur les taxes que vous payez.
Vous êtes dans un quartier, il y a un problème d'éclairage, ou il y a un problème de voirie, ou il y a un problème de ceci, mais vous payez vos taxes, vous payez la taxe de résidence, vous payez la taxe sur les véhicules à moteur. On vous coupe au niveau de comment on appelle ça, les UTS, on coupe et tout. Et après, celui qui est dans le qui est commerçant, qui est assis aussi au niveau de son échoppe, il y a des taxes qu'il paye, on coupe. Et puis devant lui, ou bien il y a un problème en termes sur le plan social, naturellement, il va se dire, mais moi, mon argent qu'on me prend me sert à quoi? C'est beaucoup plus là l'enjeu. Donc, si c'est question de veille citoyenne, de traçabilité, de transparence dans la gestion de nos taxes, si ces choses-là, ces mécanismes sont bien calés, on n'a même pas besoin de poursuivre quelqu'un pour aller payer les taxes. Parce qu'il sait qu'en payant les taxes, c'est pour lui-même son bien. La preuve, quand la plupart de ceux qui paient les taxes de résidence, c'est ceux qui veulent se marier ou qui veulent faire un papier, on dit bon, il faut un certificat de résidence. Il court, il négocie à l'hôtel des finances, il paye, il part à la mairie, il prend le certificat de résidence et puis il part donner. Par exemple, pour le certificat de résidence, est-ce qu'on est obligé, la taxe de résidence, on n'est pas obligé de poursuivre les gens? Il faut imposer un certain nombre d'actes administratifs. On dit bon, pour produire tel acte administratif, il faut joindre votre certificat de résidence. Donc naturellement, à la fin de l'année, il va y aller. Mais je dis bien la réalité, c'est que si effectivement les Burkinabés vont consentir à payer ces taxes-là, que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'on commence à percevoir que effectivement les taxes ont servi à quelque chose d'assez fondamental. Parce que je reviens encore sur la taxe de résidence. Si les Burkinabés allaient payer cette taxe, c'est beaucoup d'argent à prendre. Déjà cela. Sur les véhicules à moteur, c'est beaucoup d'argent effectivement à prendre. Mais maintenant, c'est la bonne utilisation qui fait qu'il y en a qui ne sont vraiment pas enclins à donner parce qu'ils se disent si je donne, ça ne va pas servir, ça ne va pas servir, ça ne va pas servir. Mais en même temps, ils ont raison. Parce que les ressources ont plusieurs années ont été bradées à plusieurs reprises, des cas de dénonciation, il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de justice. Pourquoi est-ce qu'il va donner? Mais en même temps, est-ce que nous ne sommes pas dans l'ère d'un changement de façon de faire? Est-ce que nous n'avons pas aussi apprendre à faire confiance à l'autorité, quitte à revenir après apprécier et adopter une autre attitude? C'est la question que je me pose. Il nous faut donc y aller. Et de toute façon, la situation et le contexte national exigent de trouver des solutions et des pistes de financement de ceci et de cela. Plusieurs produits, des boissons, motos, tricycles, véhicules, paris et autres jeux du hasard sont touchés par cette hausse d'impôts explicitée le 11 janvier dernier à la faveur de la 8e rentrée fiscale de la Direction générale des impôts. Alors, surtout les alcools notamment, non pas surtout, sont taxés. Et je crois que là aussi, c'est de bonne loi que certains produits, justement, qui sont considérés comme des produits de luxe ou qui peuvent ravager la jeunesse, soient plus fortement taxés que par le passé. Il nous savait dans Non, bon, nous sommes en guerre et c'est toujours bien que les fils et filles du pays apportent leur contribution à l'effort de guerre. C'est très bien et je pense que ceux qui ont réfléchi à l'ensemble de ces taxes-là ils ont fait certainement œuvre utile. Mais en toute chose, il y a le contexte. Il se trouve que nous sommes dans un contexte où l'inflation est galopante. On n'a pratiquement jamais atteint ces chiffres-là. Les prix ne sont pas du tout contrôlés, sont pratiquement tous à la hausse. Et dans ce contexte-là, c'est vraiment difficile d'imposer tout ça à nos populations. C'est vrai que quand on regarde les produits qui ont été taxés, on peut se dire effectivement que c'est des produits de luxe, mais de façon globale, tout ça contribue à aggraver la cherté de la vie dans notre pays. Et c'est là que je m'interroge sur les objectifs aussi, ou en tout cas l'idéologie qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'au finish, c'est le citoyen lambda qui paye pour l'effort de guerre, qui paye pour qu'on puisse effectivement s'occuper de nos VDP, etc., etc. C'est des efforts, comme je l'ai dit, qui sont certainement louables et nous devons même être honorés, fiers d'apporter notre contribution à cet effort de guerre-là. Mais là où le bas blesse, justement, c'est l'utilisation de ces ressources-là. Nous sommes à près de plus de 3 000 milliards
de budget national. Mais quand on regarde la façon dont ce budget est alloué, pratiquement 50% part dans les salaires, le fonctionnement de l'administration, etc., etc. Et nous avons toujours décrié sur ce plateau le fait que justement certaines institutions sont budgétivores et à la limite pas trop nécessaires dans le contexte actuel. Pas que ce ne sont pas des institutions importantes qui apportent leur contribution, mais ce sont des institutions dont on peut se passer au nom de l'effort de guerre. Et moi je pense que c'est plutôt sur ces aspects-là qu'il faut travailler. C'est-à-dire la question de la bonne gouvernance. Où on met notre argent, qu'est-ce qu'on utilise notre argent pour faire, et là où on va aller aussi chercher l'argent est très important. Et malheureusement ici, c'est le citoyen qui est amené à payer toujours. On a vu avec l'UTS, on avait imposé l'UTS aux travailleurs en indiquant que c'était un effort de guerre. Qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Quand on regarde les résultats sur le terrain, comparé justement à ce qu'on prend, on ponctionne tous les jours chez les travailleurs, évidemment, et même chez l'ensemble des citoyens, on peut se poser des questions. Donc pour moi, c'est beaucoup plus la gestion optimale du peu de ressources que nous avons, c'est ça qui va être déterminant dans la balance. Mais infliger régulièrement des taxes aux populations, malheureusement, ça risque à un moment donné d'asphyxier les Burkinabés qui sont en train de tirer le diable par la queue. Et je pense que ce serait bien qu'on réfléchisse à des mécanismes nouveaux. Est-ce que ce que nous avons comme richesse là, nous ne pouvons pas l'utiliser autrement pour parvenir à des résultats meilleurs plutôt que de continuer à demander de l'argent, à demander des efforts, à engloutir de l'argent dans la guerre. Prenez un exemple simple, les armes. On avait couru partout pour dire il nous faut des blindés, il nous faut des blindés, il nous faut des blindés. On en a acheté à coups de milliards. Mais faisons le point aujourd'hui, où on en est. Est-ce que ça a véritablement servi? Parce que est-ce que ce sont les mêmes types d'armes que l'adversaire utilise? Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser d'autres armes, par exemple les motos, comme nos vis-à-vis l'utilisent? Est-ce que ça ne sert pas beaucoup plus que de prendre des blindés à coups de milliards et puis bon, pour obtenir les résultats qu'on a? Donc à un moment donné, oui à l'effort de guerre, mais il faut s'arrêter pour faire le point. De quoi avons-nous besoin à l'instant T pour faire la guerre? Et on prend point par point pour éviter de faire des investissements massifs en armement, en équipement, pour enrichir les autres, pour nous appauvrir nous-mêmes, et à un moment donné, le matériel acquis est gardé dans les musées pour que les générations futures puissent regarder, parce que ça ne peut pas être utilisé dans cette guérilla dans laquelle nous sommes là, parce que quand vous utilisez des chars, etc., ce n'est pas trop sûr de pouvoir les utiliser pour atteindre les terroristes qui sont en général, qui vivent avec nous, qui sont dans la population et dont il faut rechercher régulièrement pour les enlever. En tout cas, les moments d'attaque, d'affrontement ne sont pas assez, et nous, à partir du moment où nous disons tout le temps que nous ne sommes pas dans une guerre classique, évidemment nous devons faire l'effort justement donc de tenir compte du contexte, des moyens que nous avons pour pouvoir mener une guerre qui va nous coûter moins cher, même si on reconnaît tout ce que la guerre coûte cher. La guerre coûte cher, ces taxes sont nécessaires, mais en même temps c'est le consommateur qui est impacté, le consommateur qui subit déjà l'inflation très forte au Burkina, très vite. Oui, mais le consommateur, c'est qui? C'est le citoyen burkinabé, qui en définitive est consommateur. Sauf maintenant ceux qui sont à des niveaux de responsabilité et qui bénéficient des faveurs liées à leur responsabilité. Sinon, chacun a un niveau de responsabilité, casque quelque chose. Mais maintenant, c'est le consommateur final qui paye tout ce qui est imposé. Si le produit est imposé, donc le grossiste, il fait rentrer, il va enlever son bénéfice. Le semi-grossiste, il va enlever le détaillant également. Donc c'est celui qui va venir payer le produit final. C'est lui qui casse. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui paye pour vous, ou bien compte tenu de votre position sociale, la loi vous confère des avantages, ça oui. Sinon, en matière de pression fiscale, c'est vrai que nous avons aujourd'hui l'inflation la plus élevée chez nous au niveau par rapport au niveau de la zone UEMOA. Sinon, le taux de pression fiscale, le pays qui tenait la tête, c'est le Togo.
qui remplissait aussi en le même temps les critères de convergence même pour aller à la monnaie commune qui était envisagée. Le Togo était le seul qui avait un taux de pression fiscale élevé, mais aussi qui remplissait aussi les critères de convergence. C'est-à-dire que nous, la pression fiscale chez nous, on n'était pas au même niveau que les autres pays. Mais la réalité, ce que j'ai dit, oui, je suis d'accord avec nous, c'est la même chose, c'est qu'il faut mettre des mécanismes pour une bonne gouvernance et une gestion saine, effectivement, de nos ressources. À quoi est-ce que c'est pour service? Est-ce que c'est seulement pour l'effort de guerre? Est-ce qu'on pense investissement? Est-ce que ça, compte tenu de l'inflation et des taxes qui sont en train de tomber, naturellement ça va devenir dur pour le consommateur. Mais c'est une malgouvernance qui accompagne cela, ça va être très difficile pour l'avenir. On va mettre donc la bonne gouvernance au cœur de tout cela et trouver des réponses au est-ce que du juge Bernard Bougma. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, une audience toute diplomatique et fiscale. Deux des juges de ce tribunal ont siégé aujourd'hui. Bernard Bougma, merci. Merci, Président. Merci, Moussa Ouedraogo. Merci, Président. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Prenons soin les uns des autres et n'oubliez pas que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Faisons en sorte que la nôtre soit pleine et profitable pour tous et pour les autres. Prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.